profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je n'ai jamais cru aux histoires de puits maudits, jusqu'à cette nuit. Nous avons commencé à nous sentir malades après la fin des pluies, et le jardin est resté dans un état de boue glissante où l'herbe n'avait pas repoussé, et les fondations de notre nouvelle piscine creusée se sont remplies jusqu'à la hauteur de mes tibias, alors que le béton n'avait pas encore été coulé. Papa voulait que nous acceptions que la maladie était un rhume que nous avions tous contracté en même temps. Je l'ai cru au début. Puis, mon frère aîné est arrivé à un point où il vomissait presque toutes les heures et ne parvenait même pas à garder de l'eau dans son organisme. Je me suis dit qu'un rhume ne pouvait pas être à l'origine d'une telle situation. Quand maman s'est mise à vomir tout le temps, papa a fait appel à un médecin. Elle a soupçonné que nous souffrions tous d'un empoisonnement à l'arsenic. Quelque chose aurait contaminé notre eau. Sa suggestion n'avait pas beaucoup de sens. Nous avions vécu dans la maison pendant des années sans problème auparavant, mais nous n'étions pas en état de contester. Sur l'insistance de la femme médecin, nous avons été emmenés à l'hôpital, mais ils n'ont pas trouvé d'arsenic dans notre système. Nous n'avions même pas de carence en vitamines, ni aucun des symptômes habituels d'empoisonnement. Ils n'ont décelé aucun virus, aucune infection bactérienne, rien. L'air de l'hôpital nous a peut-être fait du bien, car nous nous sommes rétablis en moins d'une semaine. Nous étions un peu plus maigres qu'avant, évidemment, mais autrement en bonne santé. On nous a fait sortir de l'hôpital pendant le week-end. De retour à la maison, maman nous a interdit de boire l'eau du robinet. Nous n'avons pas protesté. Papa a fait analyser notre puits d'eau peu de temps après notre retour, et les résultats n'ont révélé aucune trace d'arsenic, de mercure ou de quoi que ce soit d'autre. Malgré ces résultats, j'étais toujours nerveux. Je n'osais pas boire l'eau de nos robinets. Je ne me laverais même pas dans notre maison si je pouvais l'éviter. J'optais plutôt pour les douches collectives du gymnase de l'école, moisies et sans cabine. D'ailleurs, le matin, à défaut, je me nettoyais autant que je le pouvais à n'importe quel lavabo libre dans les toilettes. Le reste de ma famille a de nouveau contracté la maladie dans les 2 semaines qui ont suivi notre hospitalisation. Les vomissements se sont intensifiés. Ils ont commencé à perdre la notion de l'heure ou de la date et semblaient désorientés si je leur parlais. Rien de tout cela ne m'est arrivé. Je suis resté relativement en bonne santé, bien que moins propre que je ne l'aurais souhaité. L'eau devait être le coupable. Personne ne me croyait, mais je savais que c'était l'eau. Un soir, je me suis rendu dans le jardin pour échapper un moment au bruit de vomissement qui avait pris le dessus sur le calme habituel de la maison. J'avais prévu d'appeler une ambulance pour ma famille plus tard, dans la nuit, si leur état ne s'améliorerait pas. C'était la bonne décision, mais elle me semblait néanmoins futile. L'hôpital ne trouverait rien d'anormal sur le plan médical. Il se rétablirait au bout de quelques jours, et il rentrerait à la maison pour répéter le cycle. Qui savait combien de fois il pourrait endurer cela? Probablement pas plus de quelques fois. Si j'ai eu du mal à le supporter ne serait-ce qu'une fois, il ne pourrait pas le faire plusieurs fois. Si ma famille devait survivre, je devais comprendre ce qui se passait. Mais je n'avais pas la moindre idée. J'étais aussi déconcerté que les médecins, sinon plus. J'ai donc attendu dans la cour, rassemblant mes pensées dans le calme relatif de l'extérieur, là où le bruit de l'estomac de quelqu'un en train de dégorger ne les disperserait pas. Une boue épaisse étouffait le peu de végétation qui poussait sur le terrain autour de moi, et seuls les pins dégarnis au bord de notre cour montraient un signe de vitalité. L'eau brune stagnait dans le bassin de la piscine inachevée. Des insectes ailés longeaient sa surface, leur faible sillage s'estompant rapidement. J'avais l'impression que toute la cour était malade, et j'imaginais que mes poumons aspiraient des vrilles de miasme à chaque respiration. Je ne supportais pas d'être là. Cela n'a pas éclairci mes pensées, mais les a remplacées par un autre type de nausée.
j'ai décidé d'aller me promener dans les bois. N'importe où aurait été mieux que là où j'étais. Lorsque je me suis approché suffisamment pour examiner les pins de plus près, ils m'ont semblé encore moins sains que je ne l'avais d'abord pensé. Ils semblaient malades, leurs branches se desséchaient et s'effondraient de bas en haut. Ils n'étaient pas les seuls, aucune des plantes que j'ai vues ne semblait en bonne santé. De minuscules jeunes arbres se repliaient sur eux-mêmes, pourrissant en leur milieu. De vieux chênes se tenaient aussi dénudés que des poteaux téléphoniques, leurs membres cassés s'amoncelant à leurs pieds. Par curiosité morbide, j'ai suivi la décomposition là où elle semblait la plus concentrée, et je me suis frayé un chemin dans les bois le long d'un sentier de plantes mourantes. En peu de temps, j'atteignis une clairière dans les arbres. Rien n'y poussait, à l'exception d'une herbe fragile qui craquait et se brisait comme du verre sous mes pas. Près de la lisière de la clairière, j'aperçus une petite structure triangulaire qui ressemblait à une niche mal entretenue. Je m'y suis rendu. Il ne s'agissait pas d'une niche, mais d'un puits en pierre. Un toit en bois, en train de s'effondrer, le surplombait. Une mauvaise herbe, plutôt entreprenante, s'enroulait autour de son côté, empruntant le peu de soutien que le bois en désintégration pouvait offrir. J'ai cherché un seau, mais je n'en ai pas trouvé. Je me suis alors rendu compte que le puits avait été fermé. Des dalles de bois denses recouvraient le puits, mais elles étaient elles aussi fortement décomposées. Elles s'affaissaient au milieu sous la pression constante d'une grosse pierre. J'ai d'abord pensé que la pierre avait été placée là pour maintenir les dalles en place. Mais j'ai ensuite pensé que le couvercle devait être assez lourd à l'époque pour rester en place de lui-même. Avec une configuration aussi étrange, le puits devenait de plus en plus intrigant au fur et à mesure que j'y réfléchissais. Après l'avoir examiné pendant un certain temps, j'ai cru voir une sorte de marque sur la pierre. Y avait-il une inscription ? De mon point de vue, je n'arrivais pas à la lire, ni à savoir s'il s'agissait de mots français ou même de caractères latins. Je fis le tour du puits, me penchant pour mieux voir. Je me suis appuyé sur les planches en ruine, mes paumes nues étaient gluantes. Elles étaient aussi beaucoup plus glissantes qu'elles n'en avaient l'air. J'ai mal évalué mon angle et mes mains se sont dérobées sous moi. Ma poitrine a heurté les planches et j'ai entendu un bruit humide et arthritique lorsque le bois vieillissant a cédé. Je me suis senti basculer vers l'avant, vers le bas. La pierre illisible éclaboussait loin au-dessous de moi, invisible dans le noir d'encre du puits. Je me suis efforcé de m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, mais les parois humides du puits ne m'offraient aucune prise. Mes pieds s'accrochaient au rebord du puits et mes chevilles s'efforçaient de supporter un poids qu'elles n'étaient pas censées supporter. J'ai essayé de garder mon calme et de trouver un moyen de me sortir de cette situation précaire. Je ne pouvais pas bouger trop brusquement, car je ne comptais que sur mon équilibre instable et sur les protubérances que mes lacets risquaient d'attraper si je tombais plus bas. Le sang me montait à la tête et ma vision se brouillait. En bas, le bois cassé émergeait de l'obscurité comme une épave. Alors que mes yeux commençaient à s'adapter, je pouvais détecter des mouvements liquides qui renvoyaient le reflet de la lumière en haut. Je ne pouvais pas dire quelle était la profondeur, mais cela n'avait pas d'importance. Je ne pouvais pas compter sur ma survie si je tombais en bas dans l'eau. Entre les mâts de bois cassés, j'ai aperçu une perturbation dans l'eau. Elle a commencé à s'arrondir et à se lisser. Quelque chose faisait surface. Une masse grise, indistincte, est apparue et a flotté sur l'eau. Elle semblait dépourvue de caractéristiques. Jusqu'à ce qu'elle bascule sous son propre poids et révèle son visage boursouflé. Elle avait des yeux, une bouche et un nez, mais tous avaient horriblement gonflé et semblaient plus humanoïdes qu'humains. Sa peau blafarde s'étirait et brillait, tendue par les années de fluide qu'elle avait absorbé. Des cheveux argentés et son cuir chevelu flottaient jusqu'à l'eau sombre. Ses bras pendaient mollement à ses côtés. La chose ne portait aucun vêtement. Je n'avais jamais vu de cadavre auparavant, mais d'une manière ou d'une autre,
je savais qu'aucun cadavre ne pourrait surpasser le dégoût que celui-ci m'inspirait. Puis, le cadavre a bougé. Se redressant d'un mouvement lent et rigide, il se plaça au centre du puits. De l'eau coulait de son corps, sa tête penchait, comme si son cou ne pouvait plus supporter le poids de son crâne gorgé d'eau. Ses paupières visqueuses et détrempées se sont écartées, laissant apparaître deux sphères sombres et liquides. Elles me fixaient. En moi, ou peut-être au-delà de moi. Je faisais de mieux pour retenir mon souffle, espérant que la chose était aveugle, ou du moins qu'elle ne m'avait pas remarqué. À cette idée, la mâchoire de la chose s'ouvrit, et un bruit poisseux et rauque s'en échappa. Un vent froid et putride passa devant mon visage, et je vomis. L'air était devenu délétère. Mes jambes douloureuses réclamaient de l'oxygène. C'était trop. J'ai perdu le contrôle de moi-même. Mes bras ont commencé à s'agiter, et j'ai perdu ma faible emprise sur le puits. Je tombais en avant, me cognant la tête contre le mur de pierre. Plus par réflexe que par volonté, j'ai tendu les bras et les jambes. Suspendue comme une étoile de mer au-dessus de la créature jacassante, je la voyais se tendre vers moi. Heureusement, une certaine distance nous séparait encore. Pour ne pas me laisser tomber dans les mains tendues de la chose, j'ai soigneusement guidé un pied sur la paroi du puits. Puis, j'ai fait de même avec l'autre. Mes paumes les suivaient. Je ne risquais pas d'avancer de plus d'1 centimètre à chaque mouvement. La créature sembla reconnaître mon intention. Elle a poussé un cri strident, et lorsqu'elle s'est calmée, j'ai vu les planches tomber commencer à pourrir à toute allure. J'ai entendu le bruit de petits cailloux tombant dans l'eau. Quand l'un d'eux m'a frappé à l'arrière de la tête, j'ai réalisé que le puits lui-même se décomposait autour de moi. J'ai doublé mon allure. Bientôt, le bout de mes doigts toucha l'embouchure du puits et je me hissai, trop effrayé pour regarder derrière moi. Alors que je me jetais sur l'herbe anémique, le toit en bois au-dessus du puits s'effondra, s'écrasant dans le bassin avec un bruit semblable à celui d'un arbre qui tombe. Si j'avais pris plus de temps, je me suis dit que ce trou détrempé aurait été mon cercueil. Épuisé et nauséeux, j'ai titubé jusqu'à ma maison. Je me sentais sale, mais je n'osais pas me doucher. Je n'avais qu'une idée en tête, appeler la police. Je ne voulais pas leur raconter toute l'histoire, ils ne me croiraient jamais. Mais j'avais, sans aucun doute, découvert un cadavre. Cela valait la peine de prévenir la police. J'ai raconté à mes parents ce que j'avais dit à la police après avoir passé l'appel. Ils étaient trop fatigués et malades pour faire quoi que ce soit pour me réconforter. Les jours suivants, j'ai amené la police au puits et je l'ai vu extraire un cadavre gris et boursouflé de ses profondeurs à l'aide d'une poulie. Le corps semblait complètement inanimé. Ils n'ont pas pu l'identifier car son visage était trop déformé pour correspondre à l'un de leurs dossiers de personnes disparues. Le bureau du médecin légiste a fait des constatations assez troublantes. Apparemment, le corps était mort bien avant d'être déposé dans le puits, car sa peau avait été préservée par un processus chimique. Des analyses de routine ont révélé de fortes concentrations d'arsenic dans la peau du cadavre. Apparemment, l'embaumement des corps dans des solutions d'arsenic était une pratique courante il y a longtemps. Le médecin légiste a donc soupçonné que le corps datait de l'époque de la guerre civile. Peut-être a-t-il suggéré que c'est de là que provenait l'empoisonnement à l'arsenic. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas tout simplement halluciné. Personne d'autre n'avait vu ce que j'avais vu. Et une telle déconnexion de la réalité n'est pas rare dans les cas d'empoisonnement à l'arsenic. Mais comment le corps s'était-il retrouvé dans le puits ? De plus, pourquoi quelqu'un l'avait-il scellé à l'intérieur ? Et à quoi avait servi la pierre marquée ? Ni le médecin légiste ni la police n'avaient de réponse à me donner. Mais peut-être que je ne posais pas des questions valables et lucides. Ils ont enterré le corps dans le cimetière local à la périphérie de notre ville. Sa pierre tombale est restée vierge. Pour un cadavre aussi vieux, dont l'identification était aussi avancée, ils ne pouvaient pas faire plus.
Pendant de nombreuses années, l'enterrement a marqué la fin de mon histoire. Récemment, cependant, je suis retourné dans ma ville natale pour me laisser aller à la nostalgie. Bien que je n'ai plus de famille dans la région, je lui ai rendu visite pour retracer les chemins de mon enfance. J'ai vu la vieille maison, qui a changé de propriétaire depuis plusieurs décennies. La piscine est restée intacte. La pelouse était verdoyante, les arbres aussi resplendissaient. Il ne restait aucune trace des dégâts causés par le cadavre de la peste, à l'exception des images que je gardais en mémoire. Cependant, lorsque je suis retourné sur le site du puits en décomposition, j'ai été surpris de constater qu'il se trouvait à une altitude inférieure à celle de l'ancienne maison. Une pente graduelle descendait de mon ancienne maison jusqu'au puits. Aucun contaminant n'aurait pu remonter par les forces naturelles de la gravité et du ruissellement. Et lorsque je me suis rendu à la périphérie de la ville pour inspecter la pierre tombale vierge, j'ai constaté que rien ne poussait autour d'elle. Pas même des mauvaises herbes. La terre, à proximité, est restée brune et nue. Je me suis éloigné hébété en faisant attention à mes pas pour rester droit. En regardant le sol, j'ai aperçu un chemin de terre aride qui partait de la tombe et se dirigeait vers la ville.